Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Pascal, bonjour Alain. Bonjour Christelle. Bienvenue dans ce podcast Perspective de médiation. Aujourd'hui avec Alain Lempereur, qu'on ne présente plus ou qu'on présente très longuement parce que son pédigré est tellement impressionnant. Si j'ai bien compris, Alain, tu me corriges si je dis des bêtises, depuis 32 ans ou plus de 32 ans à la Harvard Business School, hein, responsable leadership et négociation dans ta propre structure, actif dans le European University Institute à Florence, passage à l'Université libre de Bruxelles, fondateur de l'ESSEC Irénée, et encore. Donc, mordu de la négociation et de la médiation depuis, je crois, plus de 35 ans. C'est bien ça? C'est vrai, Christelle, c'est vrai. Ça fait 3 décennies déjà, oui. Non, c'est formidable. Donc, nous sommes très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission pour parler de ton dernier livre, donc Méthode de médiation. Voilà, que Pascal nous montre. Voilà. Et donc, nous avons un tas de questions. Pascal, je te laisse poser des questions. Oui, effectivement, là, nous avons beaucoup de questions. Théoriquement, beaucoup de questions, mais je crois que on va pas pouvoir discuter pendant 2 jours parce que le format ne s'y prête pas. Donc, nous avons essayé un peu de cibler ce qui nous semble peut-être le plus pertinent pour notre format. Mais avant d'entrer un peu sur le fond du livre et aussi évidemment à travers son livre, la longue expérience d'Alain, l'origine du livre, Alain, pourquoi ce livre, pourquoi maintenant, quelle motivation, c'est pour qui? Oui, alors, juste aussi pour faire un retour sur cette expérience dans le domaine de la négociation et de la médiation, c'est au programme de négociation de l'école de droit, en fait, à Harvard, que j'ai été pris de passion pour la négociation et la médiation. J'étais de formation de philosophe et de juriste, et j'ai vraiment trouvé dans les modes alternatifs ou amiables de règlement des conflits une façon pratique de faire du droit, une façon pratique aussi de faire de la philosophie. Du droit ou de la justice? Pour moi, c'est vraiment la capacité, au sens presque d'Aristote, de faire de l'équité autant que possible, c'est-à-dire de faire d'appliquer la justice au cas particulier. Et alors, tu vois, juste pour faire le lien, donc c'est à la fois une manière pratique de faire de la philosophie, une manière pacifique de faire du droit. Et pour moi, ça a vraiment changé ma perspective sur le droit. La philosophie que j'ai développée, c'est une philosophie où le droit est d'abord le droit des gens. Et quand j'utilise ce terme de droit des gens, c'est pas au sens de droit international, c'est vraiment le droit des personnes. C'est le fondement du droit, c'est pas les autorités. Pour moi, ce sont les personnes qui font de la négociation, qui arrivent à promouvoir par ces modes-là des projets, conclure des contrats, surmonter des conflits et des crises. Et c'est au fond la médiation qui est la dernière manière offerte de rester dans le champ de la négociation. Donc tout ça explique pourquoi, de fil en aiguille, je me suis pris de passion à la fois pour la négociation et la médiation. Christelle l'a dit, j'ai créé cet institut qui s'appelle Irénée à l'ESSEC. À travers là aussi, est née une rencontre avec
les deux collègues qui sont les co-auteurs de Méthode de médiation, Jacques Sazer, qu'on ne présente pas non plus, et Aurélien Colson. On a beaucoup travaillé ensemble, à nous trois. On a notamment monté les enseignements de négociation et de médiation à l'École nationale d'administration. Donc, le livre est né aussi d'un besoin de se rendre aussi utile que possible aux médiateurs. C'est ça l'idée. Donc, aujourd'hui, c'est un livre qui s'inscrit dans le temps. L'exemplaire que tu as dans les mains, c'est la 2e édition. On avait sorti une première édition en 2007. Et il s'est bien vendu, il a trouvé son public. Et il a maintenant des versions en anglais, en espagnol, en roumain et même en ukrainien récemment. Donc, l'objectif... Alors, si je vous ai peut-être ajouté un point sur l'origine du livre et pourquoi ce livre, il y a peut-être deux façons de conception de la médiation. Et ces deux conceptions, d'ailleurs, sont complémentaires. La première, qui est une conception plutôt sectorielle de la médiation, c'est la médiation sociale, c'est la médiation commerciale, la médiation pénale. Et il y a chaque fois des spécificités par rapport à chacun de ces secteurs. Et on en parle dans le livre, dans un chapitre qui s'appelle le périmètre de la médiation. Mais ce sur quoi on a vraiment mis l'accent, c'est une version transversale. Et ça, je pense que c'est en grande partie né de mon travail pour le programme de négociation d'Harvard. C'est-à-dire qu'on présente une méthode, une série de méthodes, et l'objectif, c'est que ça puisse servir à tout type de médiateur ou de médiatrice, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui travaille dans le domaine public, domaine international, etc. C'est-à-dire, au-delà des différences entre les formes de médiation, il y a des principes qui la transcendent, il y a des manières de se préparer, de conduire la médiation. Donc, c'est d'accepter qu'il faut un certain niveau de généralité pour parler un peu comme Jacqueline Morino, pour bien saisir l'esprit de la médiation. Hein, mais aussi de s'inscrire d'emblée dans une manière concrète d'aider les médiateurs ou les médiatrices en situation. Donc, on peut dire c'est un peu la trame universelle, les principes universels de toute médiation, quel que soit le domaine. Hein, Alors, tu peux dire universel, mais pas de manière pas au sens normatif. Alors, s'il y a un mot qui n'est pas prononcé du tout dans ce livre, et je te mets au défi de le prouver, c'est le mot doit. Le médiateur ou la médiatrice doit ou ils doivent. Il n'y a pas de doit, il n'y a pas de doivent. C'est-à-dire, il n'y a pas il y a bien des manières de faire qui ont plus de chances d'aboutir. Et c'est effectivement, c'est au sens général. Est-ce qu'on peut dire universel? En tout cas, quelles que soient les cultures, il y a des formes pacifiques de résoudre les conflits. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, tu as expliqué l'importance de la préparation de la médiation. Et dans le livre, il y a une grande partie sur la préparation, la prémédiation, comme certains l'appellent. Est-ce que pour toi, une bonne préparation, c'est la moitié du succès? Oui. Au fond, un des risques en médiation, mais dans beaucoup d'activités humaines, hein, d'enseignement ou d'autres, par exemple, le risque, c'est de ne croire qu'à l'improvisation. Or, il y a une dose d'improvisation, c'est très important l'intuition en médiation. Mais je dirais que l'intuition, c'est l'intelligence qu'on va ajouter à l'instinct. Et cette intelligence, elle passe par la préparation. Le livre lui-même, c'est une préparation. Tous les livres que les médiateurs et les médiatrices iront lire auront pour objectif d'abord de les préparer. Je pense par exemple à ce film que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Sully, c'est l'histoire de ce pilote qui a posé son avion, qui avait des gros soucis mécaniques sur le Potomac. Et en fait, si on lit la biographie de ce pilote d'avion, il a passé beaucoup de temps à comprendre les risques d'accident. Et donc, tout ce qu'il a pu lire, tout ce qu'il a pu faire auparavant, l'a préparé à la pire des situations. Et je pense que c'est en cela que je pense que c'est un livre qui prépare à la médiation. Mais comme tu le disais aussi, c'est aussi un livre où il y a une bonne partie qui est consacrée. La préparation, c'est la compréhension des principes, c'est la compréhension aussi de ce que l'on peut faire
en pré-médiation. Et quand je dis on, ben c'est aussi bien les médiateurs, les tiers, que éventuellement les conseils des parties ou les parties elles-mêmes. Donc c'est vraiment c'est un livre qui peut servir aussi bien aux parties qu'aux médiateurs. C'est comment on peut aider une partie à préparer une médiation, c'est-à-dire à sortir d'une vision du conflit qui est une vision de la confrontation, par exemple. La préparation aussi, c'est de bien voir qu'il y a des conflits qui se prêtent bien à la médiation et puis d'autres qui s'y prêtent moins. Donc, quels sont les avantages, les inconvénients euh, de, de tr- La formation à la médiation, pour moi, fait partie aussi de cette préparation. C'est un peu comme il y a une différence entre étudier le code de la route et même être en auto-école et être dans le trafic. Au fond, tout ce qu'on fait en étudiant le code, en étant en auto-école, c'est un peu une préparation. Et puis ensuite, il faut mettre en place des automatismes. Et c'est des automatismes qui finissent par qu'on finit par intégrer de manière naturelle. En fait, un des gros risques pour un médiateur ou une médiatrice, c'est aussi d'annoncer toujours la même chose. C'est-à-dire, il y a aussi une intelligence des situations qui va s'ajouter à ce qu'on a pu préparer. Donc, oui, alors, il y a aussi, je parle souvent d'un paradoxe en médiation. C'est que le paradoxe, c'est que il faut s'y préparer au maximum. Et ensuite, presque tout oublier. C'est-à-dire que, juste pour un peu reprendre mon expérience de facilitateur au Burundi ou en République démocratique du Congo, c'était très, très important que je sois préparé, briefé par des personnes les plus neutres possibles sur le contexte dans lequel j'intervenais et sur l'évolution de ce contexte. Mais à partir du moment, donc tout ça, bien sûr, ça allait, et que je comprenne qui était qui, et quelle était la carte des parties prenantes, donc tout ce qu'on peut faire pour se préparer à une médiation complexe. Mais une fois que la médiation, c'est ça le paradoxe, une fois que la médiation commence, il faut presque tout oublier parce on est obligé d'être dans l'instant. Donc c'est bien d'avoir un script, mais plus, je dirais, on peut aussi s'en détacher au moment où on est en situation, mieux ça vaut. Mais donc, je parle beaucoup. Il y a une citation que j'adore de Churchill, qui passait, disait-on, 1 heure de préparation pour 1 minute de ces discours que l'on connaît. Et alors, on lui demandait un jour, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le Premier ministre? Pourquoi tout ce temps? Et il disait, je me prépare pour mon improvisation. Eh ben, c'est exactement ça. Je crois que c'est ça le sens de la préparation, si tu veux, Pascal. Il y a une image qui me vient à l'esprit, Alain, tu parlais aussi pour les formateurs, c'est un peu la même chose, hein. Ça veut dire qu'il y a les rails et le train de la médiation qu'on pose, qui existent, mais après, ce que les médiés mettent dedans, le contenu de ce qui va être dans ce train, ça, c'est la surprise. Donc, nous devons oublier les rails, nous devons oublier le train, mais nous devons être à l'écoute de ces personnes que nous accompagnons dans ce train, hein. Oui, oui. Nous devons avoir l'esprit complètement ouvert pour accueillir ce qu'ils nous disent. Ah, absolument. Alors, par exemple, il y a une nouvelle, une école, enfin qui n'est pas nouvelle, mais que je trouve intéressante, qui s'appelle en anglais The Art of Hosting. C'est-à-dire, on est en fait vraiment des hôtes. On accueille, comme tu as dit. C'est vraiment un accueil. Et d'ailleurs, quand dans une salle, au tout début, la salle est froide du conflit des parties, ben justement, c'est quand même le rôle du tiers de réchauffer l'ambiance. C'est pour ça que avec Jacques et Aurélien, on utilise cette idée de porte. En fait, le début d'une médiation, c'est on ouvre une porte. Et après, on va voir ce qu'on va mettre sous cette idée de porte. Mais c'est ça l'idée aussi. C'est quand je suis dans une salle où les gens vont arriver au fur et à mesure,
Je préfère aller vers les personnes. Je préfère aller les accueillir, leur serrer la main, pas rester derrière mon petit bureau en me disant, bon, là, je vais attendre que tout le monde soit assis. Et la même chose, ce que tu dis, c'est vrai en formation aussi. C'est que les personnes les plus importantes, ce qui est le plus important dans la scène, c'est les personnes. Alors, nous, on les appelle les parties, les médias. Enfin, après, on a plein de façons de les. Mais c'est, au fond, il y a quand même une incertitude sur est-ce que j'ai envie d'être là. En fait, moi je suis une partie, j'ai pas envie d'être là parce que je vais voir une personne que j'ai pas très envie de voir. J'ai pas envie de me retrouver dans ce passé qui me fait encore souffrir aujourd'hui. Donc il faut avoir en tête tout ça qui est dans l'empathie des parties, qui va faire que s'il y a au moins une personne en qui peut-être on peut avoir confiance dans cet univers qui est quand même plutôt douloureux, c'est le tiers. Et c'est pour ça que je dis que un atout incroyable pour un tiers, c'est le sourire, par exemple. C'est le sourire. Le sourire ou la capacité d'être là. Donc Alain, par rapport à cette préparation, je suis tout avec toi sur l'importance de cette préparation. Il y a, j'imagine, des auditeurs qui vont se poser la question, mais si tu prépares tout et puis après sur place, tout sera bousculé, de toute façon, il faut tout changer. À quoi sert la préparation? Est-ce que c'est pour s'auto-rassurer? Est-ce que c'est pour se mettre dans la bonne attitude ou fait quoi? Oui, c'est ça. Mais écoute, c'est comme quand tu prépares un voyage. Tu vas peut-être avant, les gens ils avaient Mappy, maintenant ils ont leur GPS. Et donc, ils ont des villes-étapes, mais évidemment, sur le chemin, il y a des bouchons, malheureusement des accidents parfois. Donc là, tu es obligé d'improviser, de prendre un chemin de traverse. Il y avait un négociateur européen qui disait à ses équipes, avant de négocier, je ne veux aucune surprise. Alors, c'est impossible de n'avoir. Donc, c'est la tâche impossible. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Mais je pense qu'il y a quand même, si tu veux, bien sûr, on est surpris en médiation. On est surpris, on est assez souvent surpris. Il y a des moments de surprise intense. Mais ce sont ces moments-là, au fond, qui nous font aussi réfléchir, qui nous disent, tiens, là, j'aurais fait comme ça selon le manuel, mais ici, je ferais autrement, par exemple. Je me suis trouvé parfois, un jour, un exemple qui me vient à l'esprit, je me suis trouvé un jour dans la salle avec des parties qui étaient très courtoises et j'avais un sentiment qu'elles étaient courtoises pour me faire plaisir. Je ne suis pas là pour qu'elles me fassent plaisir, je suis là pour les aider à ce que ça sorte et que, en gros, elles parlent de ce qu'elles ont sur le cœur et qu'elles sortent un peu justement de ces chemins balisés. Donc en général, on aurait tendance, par exemple, à être dans la modération des émotions. Hein, souvent, on nous présente comme modérateur dans ce domaine. Non, mais moi, là, je me suis dit, non, il faut que je sois catalyseur, il faut que j'aille à l'inverse. Il faut que... On a travaillé par un renversement de rôle en disant, mais si vous étiez l'autre, qu'est-ce que vous penseriez? Eh ben, voilà ce que je penserais, etc. Et c'est sorti. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que la préparation, c'est pour ça que je dis, il en faut et il faut l'oublier. Alors, il y a des gens, il y a des médiateurs qui ne veulent pas être du tout préparés. Ils veulent être totalement, je dirais, en accueil de tout ce qui peut arriver. Sauf que moi, ça m'est déjà arrivé dans des situations assez rares où je ne comprends pas de quoi il s'agit. Alors ça, c'est pour moi, ça prouve la limite de ce modèle-là. C'est que la préparation me sert au moins à baliser. Et alors, parfois aussi, il y a des personnes dans une équipe de médiation qui vont venir te dire, oui, mais là, en fait, ce qui te dit vraiment, c'est ça. Et ça, c'est difficile de se préparer à ça parce que seulement une personne qui connaît le contexte pourra faire ça. Donc tu vois, je pense qu'il y a l'importance de cette préparation, il y a le caractère essentiel de la préparation. Et alors aussi, si on travaille comme comédiateur ou comédiatrice, là, ça me paraît encore plus important. C'est-à-dire qu'une chose est d'être seul, on peut mener sa barque un peu comme on veut, mais quand on est deux, c'est très important de s'aider l'un l'autre, d'avoir des signes, des moments où on va peut-être se retrouver en aparté, et plus, tu vois, ça va être
fluide dans l'équipe de médiation, plus les signaux qu'on se fait seront quand même en grande partie prédéterminés, mieux ça vaudra. C'est aussi une mise en confiance des parties, ça, parce que les parties, on se dit, mais pourquoi on a besoin d'un tiers? Ben, on a besoin d'un tiers pour nous guider sur le processus, pour nous aider avec nos relations en termes de personnes, mais aussi pour nous aider sur le problème. Et ça, c'est le script. Tu vois, c'est un peu le script aussi. Ouais. Donc, cette méthode porte, quel est son rôle dans ce processus ou comment tu l'expliques? Alors, ouvrir la porte, hein, c'est accueillir, ce que tu disais tout à l'heure, Christelle. Et c'est d'abord le P. Le P de la porte, c'est la présentation. Alors, c'est de se présenter et de se faire présenter. Mais c'est donc l'accent qui est mis d'abord et avant tout sur les personnes, la reconnaissance des identités. Souvent, on définit la médiation, la négociation comme une résolution de problème. Et moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette réduction-là. Pour moi, c'est autant une reconnaissance des identités qu'une résolution de problème. En fait, je dirais presque que la première phase de la médiation, celle qui va du passé au présent, c'est de la reconnaissance. C'est la reconnaissance d'histoires qui, au départ, sont tellement séparées, puisqu'ils arrivent à se chevaucher, jusqu'à la reconnaissance des besoins, intérêts, motivations profondes de chacun d'eux. Et une fois que ça c'est fait, que ça c'est fait, on pourra aller vers le futur. Donc, le P de la porte, c'est très important. C'est d'aller vers les personnes. Le O, c'est le O de porte, ça se réfère à l'idée d'objectif. C'est quoi les objectifs de la médiation? Parce que souvent, les parties sont pas claires, comprennent pas, ne savent pas nécessairement. Ah bah, il y a des parties sophistiquées qui savent ça, mais en quoi ça se différencie de l'arbitrage? En quoi c'est pas une plaidoirie? Donc, ce que la médiation n'est pas, c'est ça les objectifs, mais aussi ce qu'elle est. C'est la recherche ensemble d'une solution. C'est pas un échange d'arguments. Le R, j'aime pas parce que ça renvoie à l'idée de règle. J'aime pas tellement cette idée de règle. Mais il y a quand même des principes. Là, ça aurait été bien que ce soit un P plutôt qu'un R. Mais il y a des principes qui articulent la médiation. Qu'on comprenne bien le rôle du médiateur aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'essayer d'être impartial, neutre, indépendant? Pourquoi on a besoin que les échanges soient confidentiels? Et aussi de dire que, bien sûr que la médiation, c'est d'abord un processus de mise en puissance, alors le fameux empowerment, de mise en puissance des parties, et que c'est donc leur affaire. La médiation, c'est d'abord l'affaire des parties. C'est pas l'affaire du médiateur. Et que c'est à elle de déterminer, en fin de compte, si c'est la bonne manière de faire et si c'est la bonne solution. C'est tout ce qui est lié au principe d'exécution volontaire ou d'accord volontaire, d'appropriation. Le T, c'est le temps, hein, de vérifier qu'on a bien le temps, qu'on a 4 heures, qu'on a 4 jours, que les gens, que les gens soient là à temps plein, c'est-à-dire, et c'est pas simplement à temps plein, ça veut dire dans leur tête. C'est une disponibilité d'être là, pas d'être tout le temps sur son téléphone à essayer de regarder ce qui se passe. Non, c'est un temps vraiment qui est pour la médiation et qui doit être vérifié aussi. Et le dernier, le E, c'est les étapes. C'est de commencer à expliquer au fond. Voilà, on va commencer par essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui amène les parties en séance de médiation. Et ensuite, une fois que ce sera fait, qu'on aura bien compris ce qui est important pour chacune des parties, d'aller vers la recherche de solutions. Et alors, il y a une dernière chose à faire, une fois qu'on a ouvert cette porte, c'est de vérifier qu'on est bien d'accord pour essayer la médiation. C'est-à-dire, en anglais, le mot qu'on utilise, c'est portal. Ce serait portail, presque. Hein. Mais, et pourquoi? Parce qu'on ajoute un A qui est un accord de fonctionner comme ça. C'est un accord de médiation. Hein, comme on parle parfois de compromis d'arbitrage, il y a un compromis où on se met d'accord sur la manière dont on va fonctionner. On va essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement trouver c'est un accord cadre.
Est-ce que vous êtes bien d'accord? Madame, oui, ça vous convient? On va fonctionner comme ça, monsieur? Oui? Eh bien, alors on y va. Donc, c'est le L, c'est on lance le système. Et alors, tu vois aussi, ce que j'ajouterais, il y a une chose que j'ajouterais ici, c'est que ce n'est pas un opening statement. Alors, en anglais, hein, on dit, au fond, la médiation commence par un opening statement. Je fais une déclaration sur la manière dont on va fonctionner. Oui, oui, non, non, non. Moi, ce que j'ai appris d'un de mes mentors, Robert Mnouchine, c'est qu'il faut contractualiser cette partie-là. Il faut que tout le monde soit d'accord d'avancer comme ça ensemble. Il y a une partie qui n'est pas d'accord avec la confidentialité, il faudra bien réfléchir. Est-ce qu'on veut fonctionner comme ça? Qui voudra des allers-retours vers un mandant, etc. Donc tout ça, il faut qu'on soit d'accord pour avancer comme ça. Voilà. Et c'est à bon processus, bon consensus, comme je dis souvent. C'est-à-dire si on a bien cadré, c'est une autre façon de préparer la médiation, mais avec les parties cette fois-ci. On prépare le terrain, on ensemence en quelque sorte. Et si on a fait ça, ça devrait mieux se passer. Donc, cette méthode porte que vous avez développée dans le livre, ça c'est en fait une sorte de première partie de la médiation. Ça fait un peu la première séance, on fait ça. On s'assure de ces 5 points. Oui, et puis tu sais, je ne sais pas, tu vois, est-ce que c'est une séance entière? Une partie de ça peut pas même être faite parfois en pré-médiation? Oui, peut-être. C'est pareil, j'avais fait une médiation à très très longtemps entre des représentants de l'industrie. Je dois être prudent en termes entre des associations, je dirais plutôt environnementales, écologistes, de consommateurs d'un côté, et de l'autre, des industries de la distribution, etc. Donc, sans dire plus de détails. Mais je m'étais dit, il faudrait, avant qu'on travaille, peu importe sur quoi on travaille, il faudrait qu'on ait au moins un dîner la veille. Donc, tu vois, un dîner la veille, c'est le P de porte. C'est-à-dire, il faut que les personnes, au moins, déjà, aient envie de un peu travailler ensemble. Je ne suis pas monsieur de telle association et madame de telle industrie. C'est des personnes. Et c'est pour ça aussi que souvent que j'aime bien tutoyer. Ou j'aime bien appeler les personnes par leur prénom. Alors, je leur demanderai l'autorisation de procéder comme ça. En français aussi, donc. Oui, oui, en français aussi. Alors parfois, je le fais un peu, je fais semblant que c'est une erreur, hein, que je suis passé du vouvoiement au tutoiement. Mais tu vois, quand on se tutoie, alors il faut voir aussi le contexte. Hein, de nouveau, on ne doit pas procéder comme ça, on peut procéder comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est formidable, que tout médiateur, toute médiatrice doit voir, qui s'appelle Les médiateurs du Pacifique. C'est sur le processus en Nouvelle-Calédonie qui a mené aux accords de Matignon de 1988. Et alors, il y a une scène incroyable au Christian Blanc, qui n'est pas nécessairement propice au tutoiement, explique qu'on n'allait pas dire monsieur le président de la Fédération protestante de France, éminence pour le chanoine Guiberto, monsieur le conseiller d'État. Il dit non, mais on va pas se parler comme ça. Allez, on va passer au tutoiement, on s'appellera par nos prénoms. Et tu vois, s'il y a déjà cette familiarité, oui, attention, cette familiarité, c'est pas d'être familier, hein, c'est une forme de proximité, en fait, une proximité qu'on construit ensemble. Et cette proximité, si on arrive à la faire fonctionner par translation vers les parties, eh bien, c'est pas mal déjà aussi. Voilà. Ça peut être aussi un outil à utiliser au bon moment. Tu vois, peut-être au début, on se vous voit, et puis quand on sent qu'il y a une ouverture et on propose le tu, et puis si c'est accepté, ça fait comme une étape, une ouverture. Faire ça au bon moment, tu vois. Oui, oui. Et alors, comme tu vois, comme souvent, comme je viens des États-Unis, on se dit, bon, il maîtrise à peine le français, donc il a fait cette erreur de tutoyer. Mais je sais très bien que je le fais quand je le fais ou je ne le fais pas. Et je le fais de manière délibérée. Donc, c'est pas du tout une erreur. C'est parce que ces parties qui doivent travailler ensemble, qui est bien au-delà de la médiation,
il faut qu'elles se retrouvent de cette façon-là. C'est bien la distance, et puis on cherche quand même le rapprochement. Hein. C'est une petite technique informelle dans notre domaine. Mhm. Donc, avec ta très longue expérience qui se retrouve en petite partie, j'imagine, dans le livre, parce que tu peux pas tout mettre par écrit, quelles sont tes recommandations, Alain? Peut-être une fois pour les débutants, médiateurs débutants, médiatrices, et une fois pour les expérimentés. Alors, j'aime à dire que la médiation, d'abord, c'est vraiment un voyage dans le temps. Pour les parties, mais aussi pour les médiateurs, puisqu'ils connaissent pas l'histoire vraiment, dans le fond, de ce qui s'est passé. Donc, c'est se laisser, hein, que l'on soit médiateur novice ou expérimenté, on doit se laisser porter vers le passé, accepter, hein, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, mais que mon histoire rentre un peu dans l'histoire de l'autre et inversement, et que ça fasse une histoire avec parfois des visions différentes. Et une fois que je suis revenu dans l'histoire de l'autre et inversement, là, et qu'il y a cette reconnaissance, là, on peut passer à la recherche de solutions. Tu vois, est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, et puis 2 heures plus 2 heures? Ça, c'est vraiment des moments à sentir. Hein, c'est des moments à sentir, à expérimenter. Écoute, on aurait pu parler, on n'a pas le temps, de l'importance du temps et de différentes conceptions du temps. On ne parlera pas du chronos, kairos, aion, mais il y a plein de choses à dire. Hein. C'est pas simplement le temps long ou le temps des 4 heures, c'est la saisie du temps, la saisie du kairos, du moment opportun, comme on appelle. Hein. Et puis c'est aussi les va-et-vient, les cycles. Voilà. Je résume, je ne parle pas trop de temps. Ça, c'est l'Ion. Oui, c'est les 3 conceptions du temps, hein, qu'on sent. Hein, et puis, oui, pourquoi je parle du dernier? Parce que aussi les parties ont des tendances cycliques. Elles vont revenir à ce dont elles ont déjà parlé. Elles sont prises dans de la circularité, alors que nous, on essaie d'aller un peu dans la linéarité. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, hein, on doit revenir au passé, mais on voudrait aller vers le futur. Bon, alors, si j'avais un conseil, par exemple, à des médiateurs novices et un conseil à des médiateurs expérimentés. À vrai dire, pour les deux, je dirais être là à 100%. Hein, c'est être là. C'est très, très important. J'ai écrit un petit texte en anglais qui est le médiateur comme l'œil du cyclone. Hein, on sait bien qu'un cyclone, ça va dans tous les sens. C'est ça la médiation. Hein, c'est foufou, ça s'agite autour de nous, mais le médiateur, la médiatrice sont l'œil qui est calme, qui est absolument calme, qui voit tout un peu. Et c'est pour ça que je dis que même le travail d'un médiateur, c'est pas simplement l'écoute active. Un médiateur, il est tout oui, mais il est aussi tout yeux. Hein, il est dans la perception active, il est à 100% là. Pour les médiateurs débutants, qu'est-ce que je dirais? Je n'aurais qu'un seul conseil, c'est de se méfier de l'instinct. Comme on est tous un peu médiateurs, hein, si vous voulez, l'instinct peut être mauvais conseiller. Il nous amène à l'improvisation et parfois l'improvisation, ça passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de principes. Bon, tout le monde a en tête Trump. J'ai parlé parfois du modèle Trump de médiateur, parce que lui, il voudrait maintenant, dans cette deuxième présidence, incarner la médiation. Alors, il ne sait pas, non, il se dit, je suis un médiateur, je suis un arbitre, il ne sait pas très bien ce qu'il est. Mais par exemple, pour nous, on sait très bien l'importance de l'impartialité, de la neutralité, aussi de la confidentialité. Donc, alors, bon, évidemment, c'est passionnant d'avoir 1 heure de médiation entre Zelensky et son médiateur Trump. Mais alors, certains d'entre nous s'arrachent les cheveux en disant non, on peut pas faire ça en public en plus. On peut pas faire ça. On peut pas admonester une partie, etc. Donc, on voit bien que dans le cas de Trump, hein, il oublie ou il ne connaît pas les principes de la médiation, l'importance de la préservation de la relation, pas avec une seule partie, mais avec les deux.
la recherche de solutions durables, l'exécution, etc. Tout ça, c'est très, très important. Bon, là, juste la relation, on dirait qu'il fait sa façon dynamique. C'est bon, mauvais. De l'autre côté, c'est bon. Enfin, ça dépend du Oui. moment. Hein. Une fois, c'est vrai. Oui, c'est un peu le médiateur qui est brutal. Hein. Et alors, je connais des médiateurs qui disent, mais si je tape sur la tête de l'un et si je tape sur la tête de l'autre, au monde, c'est impartial. Moi, au fond, il y a un équilibre. Ben, je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de faire. Maintenant, c'est pas ce que je dis. Devrait être. Il y a des cas où un certain nombre, il y a des profils de médiateurs qui peuvent devoir être comme ça par rapport aux partis qui ne peuvent comprendre que le rapport de force. Donc, c'est intéressant aussi. Mais alors, ça, ce serait attention à l'instinct. Attention à l'instinct. Il y a quand même des choses à apprendre, il y a des choses à éviter de faire. Donc, ça, ce serait mon conseil pour un médiateur novice. Mon conseil pour un médiateur expérimenté, ce serait de dire, attention, méfiez-vous de la routine. On a quand même, plus on en fait de la médiation, plus on sait faire. Et donc, plus on fait, on a tendance à faire la même chose. Je pense qu'il faut rester en alerte, il faut garder de l'agilité. Oui, je fais toujours ça parce qu'en général, ça marche bien. Sauf que dans ce cas de figure, il faudrait que je trouve autre chose. Donc, quand ça ne marche pas, moi, je pense qu'il faut chercher autre chose. Il faut essayer. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à cette idée d'intuition. Comme Spinoza pense qu'il y a 3 niveaux de connaissance. Le niveau des perceptions, c'est l'instinct. Hein. Il y a le niveau de l'intelligence, c'est la rationalité, la capacité de structurer, préparer, raisonner, etc. Et puis l'intuition, c'est ce que je dis, hein, c'est l'intelligence ajoutée à l'instinct, c'est-à-dire c'est la capacité dans l'instant de voir ce que je peux faire et ce que je pourrais faire d'autre. C'est comme je dirais aussi un bon médecin ou un bon chirurgien. C'est quelqu'un qui va dire, c'est vrai que normalement, la procédure, c'est de faire ça. Mais ici, si on suit la procédure, ça peut être mauvais pour le patient. C'est la même chose, à mon avis, hein, en médiation. C'est cette capacité et alors aussi de pouvoir réfléchir. C'est pour ça aussi, des communautés de médiation, c'est très important. D'être seul et d'être seulement dans cette réflexion seule, c'est pas aussi bien que de travailler avec d'autres collègues et de dire, tiens, tu sais, moi, j'avais ce souci-là, et comment toi, tu ferais, tout en préservant l'anonymat. Mais ça permet justement de continuer à apprendre. Est-ce que c'est pas le propre de toutes les relations humaines qu'on ne peut pas généraliser, que c'est toujours une nouvelle rencontre, pleine de surprises, et qu'il faut se méfier de notre, comment dire, des automatismes dans la pensée? Oui, oui. Et alors, tu as raison, Christelle, mais alors, pardon de donner ces exemples-là, mais quand on travaille, je fais partie d'une organisation qui encore aujourd'hui tente de travailler avec des Israéliens et des Palestiniens. Alors, ô combien un défi encore plus difficile compte tenu de ce qui se passe. Tu as raison qu'il faut éviter de généraliser, mais compte tenu des sensibilités des uns et des autres, on peut anticiper la narration de l'un et la narration de l'autre. On peut être surpris que l'un ne reprenne pas la narration habituelle et que le processus, quand ils sont l'un avec l'autre, fasse évoluer la narration. Mais donc, tu vois, pour moi, il y a quand même là une forme il y a une anticipation. Les relations sont chaque fois différentes. Et maintenant, il y a une trame. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je dis de nouveau, hein, à bon processus, bon consensus, à bonne prise en compte par l'empathie, la conversation, le questionnement réciproque de chacune des parties va normalement faire gagner en empathie des parts et d'autres et rapprocher. Et ben voilà. Donc oui, tu as tout à fait raison avec ce que tu dis. Il faut être à la fois dans un rapport d'accueil de l'imprévu, d'une surprise qui vient toujours, qui vient d'une manière ou d'une autre, mais aussi il y a beaucoup de travail sur soi pour se préparer aux surprises. Voilà. C'est peut-être la différence entre un débutant et quelqu'un de très expérimenté, que le débutant, il connaît pas encore la trame parce qu'il la découvre.
en quelque sorte, et celui qui est expérimenté, il l'a intégré, et donc elle fait partie de ses autres, enfin, de son Oui. comportement. Oui, et tu sais, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette distinction entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. On peut écrire tous les livres qu'on veut. Hein, ça, c'est un livre, c'est un livre, c'est un savoir. C'est un savoir qui est normalement aussi la traduction d'un savoir-faire. Mais déjà, comme tu dis, chez le débutant, la difficulté, c'est que je suis nourri de savoir et je dois maintenant le faire. Donc, je suis un peu déjà dans une déconnexion en me disant, mais oui, mais le savoir n'est pas nécessairement adapté à ce que je dois faire ici ou ce que j'ai à faire ici. Donc, c'est un peu maladroit, les premiers pas de savoir-faire. Petit à petit, le savoir-faire étant intégré et le savoir, en fait, étant incorporé, hein, c'est ça. Le savoir-faire, c'est l'incorporation d'une pensée. Et le savoir-être, c'est que c'est devenu naturel. C'est-à-dire, on ne dit pas, tiens, il répète, il annonce ce qu'on lui dit de dire en début de séance. Il regarde ses notes. Parce que tout ça, en général, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour les parties. Donc, tu vois, c'est ces différents stades-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime bien les formations ou les ateliers où il y a à la fois des médiateurs expérimentés et novices. Parce que on a tous toujours à apprendre. On a aidé ceux qui sont plus novices, mais parfois, il y a une forme euh, de, de conception originale je dirais, d'un médiateur novice qui pourrait être très intéressante à incorporer chez un médiateur expérimenté. Hmm. C'est super passionnant. Nous avons à peu près atteint le temps prévu, mais comme nous avons Alain Lamperard avec nous, moi, j'aimerais en profiter un petit peu, si vous le permettez. Et j'ai vu Alain dans le livre, et quelque part, je ne sais pas si c'est un chapitre ou un encadré, mais je crois que ça s'appelle le principe d'impartialité versus l'intérêt de la proximité. Ah oui. Alors ça, je dois à Jacques de préférer le terme de multipartialité au terme d'impartialité. Alors, le problème, c'est qu'on ne se refait pas. Hein. C'est comme un clavier AZERTY. Maintenant, comme on utilise tous AZERTY, on ne va pas se mettre à trouver un clavier plus pertinent. N'empêche que le terme d'impartialité, ça donne l'idée, je ne suis ni avec l'un, ni avec l'autre. Tandis que déjà, le terme de multipartialité, c'est plus, c'est plus ce que les tiers recherchent, c'est-à-dire d'être et avec l'un et avec l'autre. On essaye d'être et avec l'un et avec l'autre. C'est-à-dire qu'on essaye de bâtir une proximité à équidistance des deux, de telle façon que cet élément de proximité, qui est au départ une forme de proximité triangulaire, soit vraiment triangulaire, parce qu'au départ, c'est seulement avec l'un et avec l'autre. On recherche une certaine proximité, d'où l'idée, on parlait tout ça tout à l'heure, de la familiarité, pour que ça se fasse aussi entre les parties, qu'elles retrouvent de la proximité. Donc, alors évidemment, il faut faire très attention de ne pas se faire manipuler par les parties, hein, ni par l'une ni par l'autre. Et donc là, on revient sans doute à cette idée d'impartialité. Mais moi, je sens plus que on a vraiment réussi quand on a réussi à se rapprocher des deux parties et à faire en sorte que, en se faisant, elles se rapprochent l'une de l'autre. Donc, c'est ça un peu cette idée, tu vois, de le gérer. Alors, moi, j'aime beaucoup le chapitre, pardon, un peu d'auto, congratulations, comme on dit en anglais. Donc, j'aime bien le chapitre 3 parce que, de nouveau, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on met dans les principes? On n'a pas, ça mériterait en soi un atelier différent, hein, un podcast différent. Mais en résumé, ce que je veux dire, c'est que je peux presque te donner pour chacun des principes un principe antinomique. C'est-à-dire que la neutralité, par exemple, c'est au parti de choisir la solution. Je ne vais pas m'arroger le droit de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon ce qui est bien, pas bien. Sauf que la recherche d'équité, c'est quand même, ça peut à un moment donné être en tension, je ne dis pas en contradiction, en tension avec ce principe-là. Si on prend le principe de neutralité ou d'impartialité, il peut être à un moment donné aussi en tension avec le principe de respect du droit.
Donc, je donne tous ces exemples pour dire les principes, on peut les énoncer, on peut les connaître. Et puis de nouveau, en situation, on voit que c'est plus difficile. Est-ce que je dois intervenir ici? Est-ce que je deviens activiste? Alors, en tant que médiateur activiste, d'une certaine manière, comment puis-je encore prétendre à la neutralité? Oui, mais je suis en recherche d'équité. Oui, mais comment tu réconcilies équité? Donc, voilà, juste pour ce point-là, moi, je pense que c'est très important de commencer à développer des principes 2.0 en médiation. Hein, les principes 1.0, tout le monde les connaît. Les principes 2.0, c'est on va travailler sur ces nuances, sur ce fait que dans la réalité, je suis pris de dilemmes. Et c'est ces dilemmes qui sont passionnants. Ben voilà, nous avons un thème pour un prochain podcast. Alain, merci beaucoup. Je t'en prie, Christelle. C'était un vrai plaisir d'être avec toi et avec Pascal. C'est partagé entièrement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Alain. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.